La République de Platon, livre 1er, suite du discours de Thrasymachie. Voici, ô très simple Socrate, comment il faut l'envisager. L'homme juste est partout inférieur à l'injuste. D'abord dans le commerce, quand ils s'associent l'un à l'autre, tu ne trouveras jamais, à la dissolution de la société, que le juste ait gagné, mais qu'il a perdu. Ensuite, dans les affaires publiques, quand il faut payer des contributions, le juste verse plus que ses égaux, l'injuste moins. Quand au contraire il s'agit de recevoir, l'un ne touche rien, l'autre beaucoup. Et lorsque l'un et l'autre occupent quelque charge, il advient au juste, si même il n'a pas d'autre dommage, de laisser par négligence péricliter ses affaires domestiques et de ne tirer de la chose publique aucun profit à cause de sa justice. En outre, il encourt la haine de ses parents et de ses connaissances, en refusant de les servir au détriment de la justice. Pour l'injuste, c'est tout le contraire, car j'entends par là celui dont je parlais tout à l'heure, celui qui est capable de l'emporter hautement sur les autres. Examine-le donc si tu veux discerner combien, dans le particulier, l'injustice est plus avantageuse que la justice. Mais tu le comprendras de la manière la plus facile, si tu vas jusqu'à la plus parfaite injustice, celle qui porte au comble du bonheur l'homme qui la commet, et ceux qui la subissent, et ne veulent point la commettre au comble du malheur. Cette injustice, c'est la tyrannie, qui par fraude et par violence s'empare du bien d'autrui. Sacré, profane, particulier, public, et non pas en détail, mais tout d'une fois. Pour chacun de ces délits, l'homme qui se laisse prendre est puni et couvert des pires flétrissures. On traite en effet ces gens qui opèrent en détail de sacrilèges, trafiquants d'esclaves, perceurs de murailles, spoliateurs, voleurs, suivant l'injustice commise. Mais lorsqu'un homme, en plus de la fortune des citoyens, s'empare de leur personne et les asservit, au lieu de recevoir ces noms honteux, il est appelé heureux et fortuné, non seulement par les citoyens, mais encore par tous ceux qui apprennent qu'il a commis l'injustice dans toute son étendue. Car ils ne craignent pas de commettre l'injustice, ceux qui la blâment, ils craignent de la souffrir. Ainsi, Socrate, l'injustice poussée à un degré suffisant est plus forte, plus libre, plus digne d'un maître que la justice, et comme je le disais au début, le juste consiste dans l'avantage du plus fort, et l'injuste est à soi-même avantage et profit. Ayant ainsi parlé, Thrasymachie pensait à s'en aller. Après avoir, comme un baigneur, inondé nos oreilles de sons impétueux et abondants discours. Mais les assistants ne lui permirent pas et le forcèrent de rester pour rendre compte de ses paroles. Moi-même l'en priai avec instance et lui dis « Ô divin Thrasymachie, après nous avoir lancé un pareil discours, tu songes à t'en aller avant d'avoir montré suffisamment ou appris si la chose est telle ou différente. Penses-tu que ce soit une petite entreprise de définir la règle de vie que chacun de nous doit suivre pour vivre de la façon la plus profitable ?» Pensais-je, dit Thrasymachie, qu'il en soit autrement ? Tu en as l'air, repris-je. Ou bien tu ne te soucies point de nous, et tu n'as cure que nous menions une vie pire ou meilleure dans l'ignorance de ce que tu prétends savoir. Mais, mon bon, prends la peine de nous instruire aussi. Tu ne feras pas un mauvais placement en nous obligeant, nombreux comme nous sommes. Car, pour te dire ma pensée, je ne suis pas convaincu, et je ne crois pas que l'injustice soit plus profitable que la justice, même si l'on a liberté de la commettre et si l'on n'est pas empêché de faire ce que l'on veut. Qu'un homme, mon bon, soit injuste et qu'il ait pouvoir de pratiquer l'injustice par fraude ou à force ouverte, je ne suis point pour cela persuadé qu'il en tire plus de profit que de la justice. Peut-être est-ce aussi le sentiment de quelque autre d'entre nous, et non pas seulement le mien. Persuade-nous donc, homme divin, de manière satisfaisante, que nous avons tort de préférer la justice à l'injustice. Et comment te persuaderais-je
si je ne l'ai fait par ce que je viens de dire, que ferai-je encore? Faut-il que je prenne mes arguments et te les enfonce dans la tête? Par Zeus, m'écriai-je, halte là. Mais d'abord, tiens-toi dans les positions prises, ou si tu en changes, fais-le clairement et ne nous trompe pas. Maintenant, tu vois, Thrasymach, pour revenir à ce que nous avons dit, qu'après avoir donné la définition du vrai médecin, tu n'as pas cru devoir garder rigoureusement celle du vrai berger. Tu penses qu'en tant que berger, il engraisse ses moutons, non pas en vue de leur plus grand bien, mais comme un gourmand qui veut donner un festin en vue de la bonne chair, ou comme un commerçant en vue de la vente, et non comme un berger. Mais l'art du berger ne se propose que de pourvoir au plus grand bien du sujet auquel il s'applique, puisqu'il est lui-même suffisamment pourvu des qualités qui assurent son excellence, tant qu'il reste conforme à sa nature d'art pastoral. Par la même raison, je croyais tout à l'heure que nous étions forcés de convenir que tout gouvernement, en tant que gouvernement, se propose uniquement le plus grand bien du sujet qu'il gouverne et dont il a la charge, qu'il s'agisse d'une cité ou d'un particulier. Mais toi, penses-tu que les chefs des cités, ceux qui gouvernent vraiment, le fassent de bon gré? Si je le pense, par Zeus, j'en suis sûr. Mais quoi, Thrasymach, repris-je, les autres charges, n'as-tu pas remarqué que personne ne consent à les exercer pour elles-mêmes, que l'on demande au contraire une rétribution, parce que ce n'est pas à vous que profite leur exercice, mais aux gouvernés? Puis, réponds à ceci. Ne dit-on pas toujours qu'un art se distingue d'un autre en ce qu'il a un pouvoir différent? Et, bienheureux homme, ne réponds pas contre ton opinion, afin que nous avancions un peu. Mais c'est en cela, dit-il, qu'il se distingue. Et chacun ne nous procure-t-il pas un certain bénéfice particulier, et non commun à tous, comme la médecine, la santé, le pilotage, la sécurité dans la navigation, et ainsi des autres? Sans doute. Et l'art du mercenaire, le salaire? Car c'est là son pouvoir propre. Confonds-tu ensemble la médecine et le pilotage? Ou à définir les mots avec rigueur, comme tu l'as proposé, si quelqu'un acquiert la santé en gouvernant un vaisseau, parce qu'il lui est avantageux de naviguer sur mer, appelleras-tu pour cela son art médecine? Certes non, répondit-il. Ni je pense l'art du mercenaire si quelqu'un acquiert la santé en l'exerçant. Certes non. Mais quoi? Appelleras-tu la médecine art du mercenaire parce que le médecin en guérissant gagne salaire? Non, dit-il. N'avons-nous pas reconnu que chaque art procure un bénéfice particulier? Soit, concéda-t-il. Si donc tous les artisans bénéficient en commun d'un certain profit, il est évident qu'ils ajoutent à leur art un élément commun dont ils tirent profit? Il le semble, dit-il. Et nous disons que les artisans gagnent salaire parce qu'ils ajoutent à leur art celui du mercenaire. Il en convint avec peine. Ce n'est donc pas de l'art qu'il exerce que chacun retire ce profit qui consiste à recevoir un salaire. Mais à l'examiner avec rigueur, la médecine crée la santé et l'art du mercenaire donne le salaire, l'architecture édifie la maison et l'art du mercenaire qui l'accompagne donne le salaire, et ainsi de tous les autres arts. Chacun travaille à l'œuvre qui lui est propre et profite au sujet auquel il s'applique. Mais si le salaire ne s'y ajoutait pas, est-ce que l'artisan profiterait de son art? Il ne le semble pas, dit-il. Et cesse-t-il d'être utile quand il travaille gratuitement? Non, à mon avis. Dès lors, Thrasymach, il est évident qu'aucun art ni aucun commandement ne pourvoit à son propre bénéfice, mais comme nous le disions, il y a un moment, assure et prescrit, celui du gouverné, ayant en vue l'avantage du plus faible et non celui du plus fort. C'est pourquoi, mon cher Thrasymach, je disais tout à l'heure que personne ne consent de bon gré à gouverner et à guérir les maux d'autrui, mais qu'on demande salaire, parce que celui qui veut convenablement exercer son art ne fait et ne prescrit dans la mesure où il prescrit selon cet art que le bien du gouverné. Pour ces raisons, il faut donner un salaire à ceux qui consentent à gouverner, soit argent, soit honneur, soit châtiment s'ils refusent. « Comment dis-tu cela, Socrate » demanda Glaucon.
Je connais en effet les 2 salaires, mais j'ignore ce que tu entends par châtiment donné en guise de salaire. Tu ne connais donc point le salaire des meilleurs, ce pourquoi les plus vertueux gouvernent, quand ils se résignent à le faire. Ne sais-tu pas que l'amour de l'honneur et de l'argent passe pour chose honteuse, elle est en effet ? Je le sais, dit-il. À cause de cela, repris-je, les gens de bien ne veulent gouverner ni pour les richesses ni pour l'honneur, car ils ne veulent point être traités de mercenaires en exigeant ouvertement le salaire de leur fonction, ni de voleurs en tirant de cette fonction des profits secrets. Ils n'agissent non plus pour l'honneur, car ils ne sont point ambitieux. Il faut donc qu'il y ait contrainte et châtiment pour qu'ils consentent à gouverner. C'est pourquoi prendre le pouvoir de son plein gré, sans que la nécessité vous y contraigne, risque d'être taxé de honte. Et le plus grand châtiment consiste à être gouverné par un plus méchant que soi, quand on ne veut pas gouverner soi-même. Dans cette crainte me semble agir, lorsqu'ils gouvernent, les honnêtes gens, et alors ils vont au pouvoir non comme vers un bien pour jouir de lui, mais comme vers une tâche nécessaire qu'ils ne peuvent confier à de meilleurs qu'eux, ni à des égaux. Si une cité d'hommes bons venait à l'existence, il semble qu'on y lutterait pour échapper au pouvoir comme maintenant on lutte pour l'obtenir, et là il deviendrait clair que le gouvernement n'est point fait en réalité pour chercher son propre avantage, mais celui du gouverné. De sorte que tout homme sensé choisirait plutôt d'être obligé par un autre que de se donner peine à obliger autrui. Je n'accorde donc nullement à Thrasymach que la justice soit l'intérêt du plus fort. Mais nous reviendrons sur ce point une autre fois. J'attache une bien plus grande importance à ce que dit maintenant Thrasymach, que la vie de l'homme injuste est supérieure à celle du juste. Quel parti prends-tu, Glaucon, demandai-je? Laquelle de ces assertions te semble la plus vraie? La vie du juste, répondit-il, me semble plus profitable. As-tu entendu l'énumération que Thrasymach vient de faire des biens attachés à la vie de l'injuste? J'ai entendu, mais je ne suis pas persuadé. Alors veux-tu que nous le persuadions, si nous pouvons en trouver le moyen, qu'il n'est pas dans le vrai? Comment ne le voudrais-je pas, dit-il. Si donc, repris-je, tendant nos forces contre lui et opposant discours à discours, nous énumérons les biens que procure la justice, qu'il réplique à son tour, et nous de nouveau, il faudra compter et mesurer les avantages cités de part et d'autre en chaque discours, et nous aurons besoin de juges pour décider. Si au contraire, comme tout à l'heure, nous débattons la question jusqu'à mutuel accord, nous serons nous-mêmes ensemble juges et avocats. C'est vrai, dit-il. Laquelle de ces 2 méthodes préfères-tu? La seconde. Or ça donc, Thrasymach, reprenons au début et réponds-moi. Tu prétends que la parfaite injustice est plus profitable que la parfaite justice? Certainement, répondit-il, et j'ai dit pour quelle raison. Fort bien, mais à leur sujet, comment entends-tu ceci? Appelles-tu l'une vertu et l'autre vice? Sans doute.